Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre session hebdomadaire du 3 questions A. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, pour nous parler de la situation actuelle de la menace nucléaire iranienne. François, bonjour. 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 Alors, cette semaine se tient, comme nous le savons, la réunion du Board of Governors de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Les propos introductifs tenus par le directeur général de l'agence, Raphaël Grossi, qui revient d'Iran, semblent avoir plutôt visé à rassurer et à désinciter notamment les Américains et les Européens à porter au sein de l'agence une résolution qui appellerait l'Iran à coopérer davantage. Alors, quelle est votre analyse de cette situation actuelle, de ce qui se joue cette semaine pour la stratégie qui sera finalement adoptée par les uns et les autres face à l'Iran? Le directeur général de l'AIEA, dans un premier temps, a voulu croire que l'Iran avait donné son accord pour remettre en place tout le système de contrôle, d'inspection et ainsi de suite, qui avait été progressivement court-circuité ou démantelé par les Iraniens. C'était effectivement rassurant. Le problème, c'est que les Iraniens eux-mêmes ont très rapidement démenti les propos du directeur général. Je ne sais pas ce que décideront les Américains et les Européens. Je pense qu'il y aura une dénonciation très forte de l'Iran, notamment par les Français, qui ont souvent été dans ce contexte-là particulièrement dur quand il s'agit d'appliquer tout ce qui relève de la politique de non-prolifération. Mais le fait stratégique est que personne n'a vraiment envie d'ouvrir un troisième front. On a déjà un front actif en Ukraine, on a un front potentiel du côté de Taïwan. La notion d'avoir en plus un front du côté iranien est quelque chose qui ne peut enthousiasmer personne à Washington, Paris, Londres ou Berlin. Hein. C'est très clair, merci beaucoup. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure. La situation en Israël en ce moment est particulièrement préoccupante et éruptive à tout point de vue sécuritaire. Il y a une montée du terrorisme, un attentat en moyenne par semaine depuis le début de l'année, éruptive au point de vue de la politique intérieure. On voit le déchirement de la société israélienne face à la coalition actuelle sur la réforme de la justice. Alors, quel impact, selon vous, de cette situation sur le dossier iranien, justement? Le premier impact, c'est que le gouvernement israélien du moment n'a pas une formidable cote de popularité où que ce soit dans le monde aujourd'hui. Un pays qui veut supprimer sa Cour suprême, c'est un peu baroque. C'est généralement pas ce qu'on attend d'une démocratie. C'est un peu comme si les Américains décidaient de supprimer leur Cour suprême. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui créeraient à la dictature. Et donc, pour ceux qui cherchent des excuses pour ne pas faire grand-chose vis-à-vis de l'Iran, Israël crée des conditions politiques parfaites. À ça s'ajoute le fait que depuis le début de la guerre en Ukraine, Israël a été particulièrement lent et réticent à fournir un niveau d'aide correspondant au savoir-faire israélien et aux besoins ukrainiens. Quand j'étais à Kiev au mois de septembre dernier, le seul moment dans l'entretien que j'avais eu avec le président Zelensky où ce président s'est énervé, c'est quand il s'est mis à parler d'Israël. Là encore, il n'y a pas une cote de popularité formidable. Israël a un petit peu ajusté le tir, notamment lorsqu'il s'est avéré que les drones iraniens posaient un vrai gros problème et qu'il était peut-être dans l'intérêt des Israéliens d'aider les Ukrainiens à faire face aux drones iraniens. Et on a vu opportunément exploser l'usine de drones iranienne à Ispahan quelques semaines plus tard.
Et je ne sais pas si les Israéliens y ont été pour quelque chose, mais ça ne m'étonnerait pas outre mesure, et tant mieux. Mais le fait est qu'Israël s'est débrouillé pour décourager ses amis et aider et renforcer les indifférents dans leur volonté de ne pas se mêler à une deuxième ou une troisième guerre. Et puis, bien entendu, le fait est que ce n'est pas dans les circonstances actuelles en Iran, en Israël, avec des réservistes qui refusent de prendre leur service d'entraînement, et ainsi de suite, que vous allez facilement passer à une situation d'affrontement avec l'Iran. Et la logique de situation politique, c'est que s'il fallait aller à l'affrontement avec l'Iran, c'est qu'il y a un gouvernement d'union nationale en Israël. Pour l'instant, il y a un gouvernement de désunion nationale. Donc la situation politique en Israël elle-même devrait changer, je pense, assez profondément si Israël veut être en situation de s'unir au moment opportun et d'obtenir des Américains et des autres partenaires le soutien politique et le cas échéant militaire nécessaire pour faire face aux défis iraniens. Le général, pardon, il était général, maintenant il est secrétaire à la défense américain, Lloyd Austin, doit passer en Israël, d'après ce que je comprends. La situation a peut-être changé dans les minutes qui ont précédé cette discussion, mais aux dernières nouvelles, il était prévu qu'il vienne d'Égypte, qu'il se pose sur l'aéroport d'une usine d'armement israélienne, faute de pouvoir se poser ailleurs. Et bon, les États-Unis sont quand même le principal partenaire militaire d'Israël. Donc on est quand même dans une situation, qu'en d'autres circonstances, on la qualifierait de baroque, mais en fait c'est une situation assez grave et assez inquiétante. Merci beaucoup, François, pour cette analyse. Alors, notre dernière question, vous l'avez dit en évoquant le conflit ukrainien, c'est que cette menace iranienne nucléaire, mais pas seulement d'ailleurs, elle est existentielle pour Israël, mais elle est également stratégique pour nous tous collectivement en Europe, aux États-Unis. Quelles options doit-on envisager pour exercer une pression suffisante face à un Iran, comme on dit, qui est si proche du seuil aujourd'hui? Et notamment, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse de l'option d'une démonstration crédible, d'une menace crédible? Je pense que la seule façon de présenter des options politiques ou militaires crédibles serait effectivement que Israël apparaisse comme étant à peu près fréquentable. Je ne vois pas les Américains, dans les circonstances actuelles, user leur crédit politique à donner l'impression de soutenir un gouvernement qui a face à lui une bonne partie de la population non harédime d'Israël, c'est-à-dire l'Israël qui travaille dans la rue, face à un gouvernement qui, lui, semble avoir pour principal agenda non pas la défense contre l'Iran, mais le démantèlement de l'ordre judiciaire, la suppression de la séparation des pouvoirs. Ce sont des circonstances qui ne permettent pas d'imaginer qu'il puisse y avoir un front tant soit peu coordonné. Et je pense que, vu les progrès iraniens, on n'en a pas parlé, mais l'Iran est à 84% plus d'enrichissement de son uranium. Lorsque l'on dit qu'il ne faudrait qu'une douzaine de jours au rythme actuel pour que l'Iran dispose de ce que les spécialistes appellent deux quantités significatives, c'est-à-dire le matériel nécessaire pour fabriquer deux bombes, c'est-à-dire une de plus qu'il n'en faut pour pouvoir l'utiliser tout en gardant une autre. Et on est quand même tout près du seuil.
Alors, ce n'est pas du jour pour faire la bombe proprement dite, c'est un petit peu plus longtemps, mais probablement pas beaucoup plus. Et M. Netanyahou, il ne pourra pas s'en sortir en faisant le dessin d'une bombe comme il l'avait fait aux Nations Unies il y a quelques années. Ce n'est pas ça qui va suffire à créer les conditions politiques d'une réaction occidentale tant soit peu ferme dans les circonstances actuelles. La guerre d'Ukraine est quand même la priorité pour le moment. Oui, bien sûr, mais quand vous dites qu'aujourd'hui, personne ne serait prêt à se montrer en soutien d'Israël, les options crédibles face à la menace iranienne, elles vont au-delà du soutien à Israël. Les négociations sur le JCPOA, Israël n'était pas partie prenante. Enfin, c'est les Américains, les Européens Bon, qui, Israël, face à c'était l'Iran, contre. ont Israël, un agenda pardon, qui dépasse le seul pardon, soutien. La pardon. menace, elle nous concerne tous. Certes, je rappelle quand même que si les Américains sont sortis du JCPOA, l'ami Trump n'agissait pas exactement contre le vœu du gouvernement dirigé par M. Netanyahou à l'époque. Je veux dire, Israël sera inaudible si elle tient un discours du style « Ah oui, mais ce n'est pas nous qui avons été responsables du JCPOA » et ainsi de suite. Non, Israël a une responsabilité indirecte majeure dans le démantèlement du JCPOA, ayant aidé politiquement, encouragé ses amis américains à sortir du JCPOA en ouvrant ainsi les portes à l'Iran pour que l'Iran sorte des contraintes du JCPOA. Là aussi, les conditions ne sont pas celles d'il y a quelques années. On a une situation stratégique où personne n'a envie de se pourrir la vie avec une troisième guerre. Personne n'a envie d'avoir l'air d'aider des gens qui veulent supprimer leur Cour suprême. Et personne ne fait crédit à Israël sur un discours du style « Ah oui, mais c'est pas de notre faute si le JCPOA, etc. etc. » Et l'heure est en même temps extrêmement grave. Moi, si j'avais Oui, une recommandation à faire, je dirais un gouvernement d'union nationale en Israël, de préférence pas dirigé par M. Netanyahou, et avec la promesse de la non-reconstitution du gouvernement actuel à l'issue de la période du plus grand danger. Je ne vois guère que ces conditions-là pour que la société israélienne soit suffisamment unie et pour que le soutien des États-Unis et des partenaires occidentaux d'Israël se matérialise en temps et en heure par rapport aux défis iraniens. Et ben, encore une fois, on est loin parce que la situation stratégique, encore une fois, et Israël est malheureusement très bien placé pour faire des analyses stratégiques. La oui. situation stratégique n'est pas exactement favorable à l'ouverture d'un troisième front. Oui, j'entends. Ce que je voulais dire, c'est que la réflexion sur les différentes options, la possibilité encore de négocier, enfin, peu importe les options, mais cette réflexion-là, côté européen, américain, ne dépend pas non plus uniquement de Donc, la situation interne en Israël. C'est plutôt, ah non, enfin voilà, c'est cet aspect-là que je voulais mettre oui, et en vous avez avant pour, raison. Et vous avez raison. parce que vous l'avez dit, ça peut être aussi brandi comme une excuse, c'est-à-dire ceux qui voulaient rester immobiles ont de bonnes Absolument, excuses pour le faire, absolument. mais cette immobilité, elle n'est pas justifiable de notre point de vue Mais bien sûr, en sortant Israël du jeu, bien parce qu'elle sûr, nous concerne au même titre bien sûr. sur certains Non, aspects. le pire ennemi d'Israël, c'est pas une nouveauté, hein, c'est l'indifférence. Et l'indifférence est grandement facilitée par les circonstances actuelles. Non, personne ne va prendre fait et cause D'accord. contre Israël, bien entendu. Mais à Vienne, on aura encore une fois, je pense qu'il y aura une déclaration extrêmement dure, avec notamment des Français à la manœuvre, parce qu'on a cette habitude, bonne habitude en l'occurrence, d'être très sérieux lorsqu'il s'agit du dossier iranien. On n'est pas les derniers, on est plutôt les premiers
à dénoncer les dérives mortifères du côté iranien. Mais ça ne suffira pas à résoudre les problèmes que nous venons d'évoquer. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Merci. pour ces réponses et pour cet échange à ce moment qui est effectivement très, très inquiétant pour notre sécurité à tous. J'ai envie de finir comme ça. Merci encore pour votre temps et à très bientôt, François. Et Au bon revoir. courage, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.